soyez les bienvenus dans cette édition spéciale du journal consacrée en grande partie à l'épidémie de coronavirus. Plus de 200 000 morts et près de 3 millions de contaminations, le bilan de la pandémie de Covid-19 continue de progresser ce dimanche alors que les stratégies de déconfinement s'affinent et que l'économie mondiale tourne toujours au ralenti. Avec près de 2500 morts supplémentaires en 24 heures, les États-Unis sont toujours le pays le plus endeuillé devant l'Italie, l'Espagne, la France et le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni dont le Premier ministre Boris Johnson, frappé par le coronavirus, doit revenir aux affaires ce lundi. En France, où près de 23 000 personnes sont décédées suite du Covid depuis début mars, le gouvernement doit faire des choix cruciaux. À 2 jours de présenter la stratégie nationale du plan de déconfinement pour sécuriser le redémarrage du pays à partir du 11 mai, avec le défi de surmonter avec succès la complexité concernant les établissements scolaires. Point complet de la situation nationale et internationale dans ce journal. 6 semaines. Cela fait 6 semaines que la France vit en mode confinement du jamais vu. L'épidémie de coronavirus a fait 22 856 morts sur notre territoire depuis début mars. Mais le bilan des dernières 24 heures est en nette baisse avec 242 nouveaux décès contre 369 sur la journée précédente, a annoncé la Direction générale de la santé. En ville comme à l'hôpital, le nombre de victimes du Covid-19 continue à diminuer en pente douce. Les médecins de ville qui ne peuvent obtenir des masques ou des tests pour leurs patients à ce jour souhaitent jouer un rôle plus important. Reportage Solveig Godluc, journaliste pour Les Échos. Depuis 17 jours, ce dimanche, le nombre de malades du coronavirus en réanimation diminue. Il est repassé vendredi sous le seuil de 5000 lits occupés, un cap symbolique, car il s'agit de la capacité totale d'avant la crise. Il est resté ce dimanche 4682 patients Covid-19 en soins intensifs. Avec 124 admissions brutes pour coronavirus hier, on se rapproche doucement de la prévision du conseil scientifique pour le 11 mai, soit 10 à 45 entrées par jour. Malgré l'amélioration de la situation sanitaire, le fardeau hospitalier est encore pesant. Les 3/4 des cas en réanimation sont concentrés en Île-de-France, dans le Grand Est, dans les Hauts-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui soumet à rude épreuve les établissements de ces 4 régions. En ville, les données de surveillance épidémiologique sont également rassurantes. Certes, les consultations de généralistes pour suspicion de Covid sont en hausse, et sur la même période, SOS Médecins enregistre une baisse de 30% de ces consultations Covid et le taux de positivité des tests biologiques réalisés en ville est tombé de 19 à 11%. Les syndicats regrettent que les médecins de ville n'aient pas le pouvoir d'obtenir des masques ou des tests pour leurs patients. Les généralistes sont prêts à jouer le jeu pour le 11 mai, orienter leurs patients vers une solution de mise en isolement si nécessaire et remonter des données en temps réel. La création d'une cotation spécifique pour les actes médicaux Covid à l'étude à l'assurance maladie pourrait faciliter cette tâche. Connaît-on vraiment le nombre réel de décès dus au Covid-19 en France? Pas encore, alors que le bilan officiel atteint, je le disais, 22 856 décès ce dimanche 26 avril. Le nombre total risque d'être plus élevé à cause des décès pas encore comptabilisés, notamment les décès à domicile. Enquête signée Nicolas Gutiérrez, journaliste pour le magazine Science et Avenir. Pour l'heure, la France ne compte que les décès qui surviennent en milieu hospitalier ou dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD et les établissements médico-sociaux. Et pour cause, ce sont les études données dont dispose Santé publique France à l'heure actuelle en raison des différents systèmes de transmission de l'information concernant les décès en France. L'on peut parler, à l'heure qu'il est, d'une transmission à 2 vitesses. Les hôpitaux transmettent leurs données directement à Santé publique France, presque en temps réel, via le système informatique Civic, qui avait été mis en place pour identifier les décès en cas d'attaque terroriste. Les EHPAD sont dotés d'un système similaire, même si sa fiabilité peut changer selon l'utilisation de données dans chaque établissement. Mais pour les décès survenus à domicile, cette transmission est bien plus lente. Aujourd'hui, ce système, mis en place par le CEPIDIC, n'est utilisé que pour 20% des décès à domicile. Pour le restant, le processus est long et compte plusieurs intermédiaires. D'abord, le médecin qui constate le décès remplit un certificat qui comporte 2 volets. Un premier qui renseigne le lieu du décès ainsi que le sexe et l'année et le lieu de naissance de la personne décédée. Et un deuxième volet cacheté contenant une information médicale. Le médecin transmet ce document à la mairie de la commune où le décès a eu lieu, qui transmet à son tour ces 2 volets à des destinations différentes. Le premier volet est envoyé sous 7 jours à l'INSEE, ce qui leur permet d'étudier l'évolution démographique de la France avec le nombre de naissances et de décès. Grâce à ces données, l'INSEE a pu calculer la surmortalité
en 2020 par rapport à l'année précédente, ce qui nous donne une idée du réel impact de l'épidémie et le confinement sur la mortalité dans le pays. Voyez le graphique ci-contre. En rouge et jaune, on voit cumuler le nombre de décès du Covid, respectivement à l'hôpital et dans les EHPAD. La courbe bleue montre le nombre de décès supplémentaires en 2020 par rapport à 2019. L'on peut clairement parler de surmortalité. Cette courbe suit celle des morts du Covid-19, mais reste plus élevée. Au 13 avril 2020, environ 18 000 décès supplémentaires à 2019 sont enregistrés, dont 15 000 sont pour l'instant attribués au Covid-19. On voit plus de mortalité en 2020 comparé avec 2019 sur la période allant du 1er mars au 13 avril, mais pas pour toutes les tranches d'âge, révèle Sylvie Luminez, responsable de l'unité des études démographiques et sociales à l'INSEE. Pour les moins de 25 ans, il y a moins de mortalité, peut-être grâce au confinement, qui pourrait avoir une incidence sur le nombre d'accidents de la route, par exemple. Cependant, cette analyse prend en compte la totalité des décès. Pour connaître spécifiquement le nombre des décès à cause du Covid, il faut attendre que le deuxième volet soit analysé. Pour cela, la mairie l'envoie à l'Agence régionale de santé qui le transmet ensuite au CEPIDIC, où ces données sont étudiées avant d'être envoyées à Santé publique France, cheminement qui peut prendre jusqu'à 2 mois. Alors s'il y a bien une date dans tous les esprits, c'est celle du 11 mai. Le 11 mai, le déconfinement variera selon les départements en fonction de la circulation du virus. Voici un aperçu de sa propagation cette fin avril. Bilan signé Alexandre Boudet, journaliste au Huffington Post. C'est l'une des mesures phares annoncées par le Premier ministre à compter du 11 mai sur la base des statistiques disponibles. Le 7 mai, les territoires seront en vert ou rouge selon que le coronavirus continue de beaucoup y circuler, avec à la clé des restrictions plus ou moins fortes de circulation. Voici justement une carte présentant la situation par département avec éventuellement un déconfinement qui pourrait se voir autorisé à partir du 11 mai. 3 indicateurs ont été retenus pour cela. La circulation active du virus, basée sur le taux de passage aux urgences pour une suspicion d'infection à l'épidémie. Le pourcentage de lits de réanimation occupés par les malades du Covid-19 par rapport aux capacités habituelles. Enfin, la capacité de test. En clair, le gouvernement estime que la capacité de test est au niveau des besoins dans tous les départements. À l'heure qu'il est, le nord et l'est du pays, avec toute la région parisienne, devrait être au rouge, le reste du pays serait au vert. Un déconfinement qui variera selon que la région est en vert ou rouge. Pour les établissements se situant dans une zone verte, ils pourraient réouvrir le 11 mai, ce pourrait être le cas de tous les commerces et pourquoi pas des écoles. Pour les zones rouges, il faudra patienter encore plusieurs semaines. Face à la propagation rapide du virus en France, les hôpitaux sont saturés. C'est le cas des hôpitaux de la région parisienne et du Grand Est. Face à ce danger, les évacuations se poursuivent d'ailleurs à un rythme soutenu vers les hôpitaux des régions moins touchées. Au total, selon les chiffres communiqués jeudi soir par le directeur de la santé Jérôme Salomon, 439 patients dans un état critique ont été évacués depuis le 18 mars et d'autres opérations vont suivre dans les jours qui viennent. Parmi les hôpitaux en capacité d'accueillir ces patients dans un état grave, on compte ceux des villes de Rennes, Brest et Saint-Brieuc, mais aussi Nantes, Angers, Le Mans et La Roche-sur-Yon dans l'ouest. Les régions Centre-Val de Loire, Normandie et Pays de la Loire sont ainsi les premières sollicitées pour ces transferts. Et toujours, pour soulager les hôpitaux saturés du fait de l'épidémie, des TGV médicalisés transportent des patients dans les régions moins touchées de France lors d'opérations sous haute sécurité. Début avril, une 50aine de patients ont été évacués du Grand Est et d'Île-de-France à bord de ces TGV médicalisés. Alors, comment se déroulent de telles opérations? Récit en photo. Étendue dans ce train, les yeux clos, la bouche ouverte, c'est la dernière malade du Covid-19 à monter dans l'un des 2 TGV qui ont transféré, le mercredi 1er avril, 36 patients dans des états graves de Paris vers la Bretagne. Cette femme doit avoir 40 ans, la cinquantaine tout au plus. Difficile de lire un âge sur ses visages pris entre les bandes de sparadrap et le fatras de sonde, cordon qui les rattache à un mince filet de vie. Dans la même voiture, garde Austerlitz, une autre femme, plus âgée cette fois, les cheveux blancs, est retenue par une sangle. Sa blouse se soulève légèrement au rythme de sa respiration, seul signe visible qu'elle est bien en vie. Un à un, les 36 patients issus des services de réanimation de 10 hôpitaux d'Île-de-France ont été transportés des ambulances arrimées au pied des quais jusque dans les voitures des TGV.
Le TGV est un mode de transport extrêmement sécuritaire pour les patients en termes de vibration et de décélération, assure à l'agence France Presse Lionel Lanhaut, urgentiste au SAMU de Paris. Dans la gare parisienne, pendant près de 3 heures, le bal des brancardiers a été ininterrompu. Une armée de soignants entoure chaque lit roulant, munis de surblouses, masques, gants et charlotte. Ils amènent les malades à leur voiture. Moins de 3 heures pour ceux transférés à Saint-Brieuc, 6 heures pour Brest, comme 24 autres doivent être évacués dès le vendredi 3 avril de l'Alsace vers la Nouvelle-Aquitaine. Une fois à bord, les soignants contrôlent les constantes, s'assurent qu'il n'y a pas d'anomalie. Les voitures bar ont été transformées en postes de contrôle médicalisé. Le plan est précis, les gestes millimétrés, les trains partent à l'heure, 11h05 pour le premier, 12h05 pour le second. Dans les haut-parleurs, une voix enjouée félicite et remercie les personnels soignants et les équipes présentes sur le terrain, avec l'habituelle petite musique à 3 tons qui précède les annonces en gare. La voix informe que le départ du dernier train est imminent. Organisé par les autorités, ce type de transfert doit permettre de soulager les hôpitaux des régions les plus touchées par la contagion. En Île-de-France, par exemple, si l'Agence régionale de santé espère parvenir à porter le nombre total de lits de réanimation à 2400 grâce au renfort de personnel soignant extérieur à la région, on comptait déjà 2200 personnes en réanimation début avril pour 9600 hospitalisés. La marge est faible, les évacuations vitales. Le professeur Didier Raoult de l'Institut hospitalo-universitaire à Marseille est menacé par le Conseil national de l'ordre des médecins à cause de ses recherches et de ses essais sur la chloroquine pour combattre le coronavirus. L'organisme professionnel de défense et de régulation de la profession médicale parle de suspension immédiate de l'activité de ces médecins pour les praticiens qui administreraient des traitements non validés scientifiquement. Après 2 études très critiquées pour leurs failles méthodologiques, Didier Raoult annonce une 3e étude. Elle ne lève toujours pas le brouillard quant à l'efficacité de l'antipaludéen contre le coronavirus. Voyez l'enquête de Nicolas Gutiérrez, journaliste pour le magazine Science Avenir. Jamais 203, jeudi 9 avril, l'équipe de Didier Raoult à l'IHU Méditerranée Infection a publié le résumé d'une 3e étude sur le traitement du Covid-19 avec de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine. Cette étude a été présentée par le professeur Raoult et Emmanuel Macron lors de la visite du président au centre marseillais le 9 avril. Ce résumé, accompagné seulement d'un tableau descriptif des patients étudiés, est-il suffisant pour prouver l'efficacité de ces 2 médicaments pour contrer l'épidémie de coronavirus? Pour y voir plus clair, analysons quelques éléments partiels présentés dans ces documents. Tout d'abord, des malades pas si malades. Premier écueil, donc, critère d'inclusion. En effet, le résumé énonce que 1061 patients diagnostiqués avec le Covid-19 ont été étudiés sur un total de 3165 avec la maladie, soit seulement un tiers des sujets potentiels. Malheureusement, le résumé n'explique pas ce choix de sélection. Il faudra probablement attendre la publication du manuscrit en entier pour en savoir plus. Néanmoins, le tableau donne quelques indications sur les sujets inclus dans l'étude, dont la grande majorité, soit 97%, présentaient très peu de symptômes avant le traitement. Cela semble très éloigné de la réalité dans les hôpitaux en France ou ailleurs, où les patients avec de faibles symptômes et peu de facteurs de risque ne sont pas hospitalisés. Le résumé indique aussi que seulement 4,3% des patients ont eu des complications suite au traitement, dont 5 décès, mais sachant que 97% des sujets ne présentaient que peu de symptômes avant le traitement et que l'âge moyen des sujets était de 43 ans, il est tout à fait possible que ceux avec des complications soient tout simplement les sujets âgés ou avec des symptômes sévères au moment de leur hospitalisation. Autre interrogation, ceux qui vont mal iront mal. Deuxième problème, il n'y a toujours pas de groupe contrôle comme pour l'étude précédente. Ceci rend difficile de juger ces résultats correctement car il sera impossible de savoir si un quelconque effet observé est bien dû au traitement ou à une autre variable, âge, autre traitement, sévérité des symptômes par exemple. Cependant, nous pouvons avoir une idée de l'importance de ces autres facteurs en étudiant ces résultats plus en détail. Par exemple, l'âge des patients semble très important car il y a une grande différence d'âge entre les patients avec des résultats favorables, environ 42 ans, et ceux avec des complications de santé, environ 69 ans. Ce deuxième groupe a aussi plus de comorbidité, c'est-à-dire d'autres problèmes de santé en plus du Covid, y compris le cancer et l'hypertension. Probablement à cause de cela, ils ont aussi davantage de médicaments en plus du traitement étudié. De plus, près de 60% des patients avec des complications avaient des symptômes importants avant le traitement et 64% d'entre eux montraient des atteintes pulmonaires importantes avant la fin du traitement. Ces données suggèrent que les sujets les plus atteints étaient aussi ceux le plus à risque.
Alors qu'Emmanuel Macron s'est exprimé mi-avril sur le prolongement du confinement, faisons le point sur plusieurs questions clés, en particulier l'immunité collective et l'isolement des personnes infectées par le Covid-19. Première interrogation, pourquoi la France choisit-elle de prolonger le confinement? L'Élysée n'a pas attendu l'intervention d'Emmanuel Macron le lundi 13 avril pour l'annoncer. Dès le milieu du mois, la présidence de la République a fait savoir que le confinement serait prolongé au-delà du 15 avril, sans préciser à ce stade ni quand ni comment les Français pourront commencer à pouvoir ressortir de chez eux. Ce prolongement intervient alors que d'autres pays comme l'Autriche, le Danemark ou la République tchèque ont déjà annoncé un déconfinement progressif de leur population. C'est la même mise en garde qu'a lancée le vendredi 10 avril l'Organisation mondiale de la santé. Lever les restrictions trop rapidement pourrait entraîner une résurgence mortelle de la pandémie. Les experts qui conseillent l'Élysée ont préconisé le maintien du confinement pour deux raisons. La première est d'éviter tout risque de saturation des services de réanimation. C'est une priorité. C'est d'abord et avant tout pour préserver la capacité des hôpitaux à traiter toutes les formes graves de la maladie que le confinement a été mis en place à la mi-mars. Aujourd'hui, on constate que le nombre de nouvelles admissions en réa baisse certes un peu dans le Grand Est et en Île-de-France, mais dans ces deux régions, les services de réanimation restent encore largement suroccupés par des patients Covid qui doivent rester hospitalisés parfois 2 ou 3 semaines, soit une durée moyenne de séjour bien supérieure à la moyenne. Si l'Élysée a décidé de prolonger le confinement, c'est aussi pour permettre de faire baisser au maximum la circulation du virus dans la population, en espérant que la dynamique de l'épidémie sera moins forte quand on commencera à s'opérer un déconfinement qui se fera nécessairement par étapes, avec une question en forme de casse-tête: comment faire doucement monter l'immunité collective des Français tout en évitant au maximum la contamination des sujets les plus âgés et à risque pour éviter tout nouvel afflux vers les hôpitaux. Deuxième interrogation, que sait-on de l'immunité collective en France? C'est une donnée cruciale pour gérer le combat contre l'épidémie. Quand le Covid-19 est arrivé en France, personne n'avait jamais été infecté par ce nouveau virus. La totalité de la population était donc réceptive et exposée à une contamination. À ce stade, les experts estiment qu'en moyenne, un sujet infecté contamine en moyenne entre 2 à 3 personnes autour de lui. Or, selon eux, l'épidémie ne pourra commencer à refluer que lorsque ce sujet infecté transmettra à moins d'une personne de son entourage. Et cela ne pourra intervenir que lorsqu'au moins 60% de la population française sera infectée et donc a priori immunisée. Un objectif encore très loin d'être atteint au vu des chiffres qui circulent actuellement. Après une enquête menée auprès des médecins généralistes, le syndicat MG France estimait la semaine dernière qu'1,6 million de Français pourraient avoir été infectés. Comment estime-t-on cette immunité collective? Aujourd'hui, l'essentiel des données vient donc de ces études de modélisation. Avec les lois mathématiques, il est possible de faire des simulations sur le nombre de personnes infectées dans une population, explique Mircea Sofonea, maître de conférence en épidémiologie et évolution des maladies infectieuses à l'université de Montpellier. Mais si ces modélisations peuvent donner une indication, d'autres outils seraient nécessaires pour avoir une estimation plus précise du nombre de personnes ayant été contaminées en France. Certains experts proposent de faire des sondages hebdomadaires par téléphone ou par Internet auprès d'un échantillon représentatif de la population. Enfin, dernière question, faut-il isoler les personnes infectées en dehors de leur domicile? Voilà une autre idée qui revient avec force chez de nombreux experts. Le confinement prolongé est une mesure nécessaire mais pas suffisante. Aujourd'hui, on constate que la grande majorité des contaminations se fait dans l'entourage proche et notamment familial. Or, aujourd'hui, la consigne donnée à toute personne testée positive ou ayant des signes très évocateurs du Covid est de rester chez elle en évitant au maximum les contacts avec ses proches. Cet isolement, sur le long terme, a été largement pratiqué en Chine, mais de manière particulièrement autoritaire. Plus de 200 000 morts et 3 millions de contaminations, tel est le nouveau bilan de la pandémie de Covid-19 à l'échelle mondiale. Une pandémie qui continue de progresser. L'économie internationale est au bord de l'asphyxie. Avec près de 2500 morts supplémentaires en l'espace de 24 heures, les États-Unis sont toujours le pays le plus endeuillé avec 53 000 décès. En Europe, l'Italie et l'Espagne sont les deux pays les plus touchés par l'épidémie de coronavirus, avec respectivement 26 644 et 22 902 décès. Le Royaume-Uni enregistre, lui, son plus faible bilan quotidien depuis mars. Le Premier ministre Boris Johnson, frappé par le coronavirus, doit revenir aux affaires demain lundi. Voici un tour d'horizon d'un monde contaminé. Avec 2494 décès supplémentaires du nouveau coronavirus en 24 heures, le bilan quotidien américain est reparti à la hausse, a annoncé l'université Johns Hopkins,
qui fait référence. Le pays de loin le plus endeuillé par la pandémie déplore au total 54 265 décès et a enregistré 936 293 infections confirmées depuis l'apparition de la maladie. Vendredi, le bilan de décès, soit 1258, avait été le plus bas en près de 3 semaines. L'Italie, de son côté, a enregistré 260 décès supplémentaires en raison de l'épidémie du Covid-19 au cours des dernières 24 heures, ce qui représente le chiffre le plus bas depuis le 14 mars, quand la péninsule avait déploré 175 morts. Depuis la mi-mars, l'Italie a enregistré chaque jour plus de 300 morts, avec des pics s'approchant des 1000 morts, pour un total de 24 384 décès. Nous travaillons en ce moment pour autoriser la réouverture d'une bonne partie des activités, de l'industrie à la construction, a expliqué le président du Conseil, Giuseppe Conte, dans une interview à la Repubblica. Les entreprises devront respecter de strictes mesures sanitaires avant de rouvrir leurs portes, a prévenu le président du Conseil, mais certaines sociétés considérées comme stratégiques pourraient rouvrir dès la semaine prochaine sur autorisation des préfets. Le gouvernement prévoit en outre de rouvrir les établissements scolaires en septembre, soulignant que les études montrent que le risque de contagion reste très élevé et que l'enseignement à distance fonctionne bien. Du côté de l'Espagne, la pandémie de coronavirus a fait 288 morts au cours des dernières 24 heures, le chiffre le plus bas depuis le 20 mars, a annoncé le ministère de la Santé. Le bilan total s'élève désormais à 23 190 décès. Le Royaume-Uni a pour sa part enregistré ce dimanche 413 morts supplémentaires à l'hôpital de patients atteints par le nouveau coronavirus, un chiffre qui marque une nette baisse et porte le bilan total à 20 732 morts dans le pays. Ce chiffre, le plus bas depuis la fin du mois de mars, marque une spectaculaire diminution depuis la veille, où 813 décès supplémentaires avaient été enregistrés. Mais les chiffres communiqués chaque jour sont très volatiles et peuvent prendre en compte des décès parfois survenus bien avant. À noter que le Premier ministre Boris Johnson, qui avait été atteint par le Covid-19, reprendra le travail dès demain lundi. Entre samedi midi et dimanche à la mi-journée, les autorités sanitaires ont recensé 1153 nouvelles contaminations du côté de l'Iran, portant le total des cas confirmés du nouveau coronavirus à plus de 90 000. Dans le même temps, 60 décès supplémentaires dus au virus ont été enregistrés, ce qui porte à 5 710 morts le bilan de la pandémie dans le pays. L'Arabie Saoudite a de son côté assoupli les mesures de confinement mises en place pour freiner la propagation du coronavirus, à l'exception de la Mecque et ses environs, toujours soumis à un couvre-feu 24 heures sur 24. Les couvre-feux en dehors de la ville sainte seront assouplis en journée à partir de ce dimanche de 9 h à 17 h et jusqu'au 13 mai. Le mois du jeûne du Ramadan débute ce vendredi. Enfin, du côté de la Chine, à cette date du 26 avril, le nombre de patients du coronavirus à Wuhan, l'épicentre de l'épidémie, là où tout est parti, est tombé à 0 grâce aux efforts conjoints des personnels médicaux de Wuhan et du reste du pays. Le bilan de l'épidémie dans cette ville, tel que rapporté par les autorités chinoises, s'établit à 46 452 cas de contamination, soit 56% du total dans toute la Chine, et 3 689 décès selon les chiffres fournis par les autorités. Retour en France, depuis la mi-mars, tous les lieux accueillant du public sont fermés, les bars, les restaurants, les discothèques, les cinémas, les musées ainsi que tous les établissements scolaires, ce qui nous amène à un volet éducation très important. Au début du mois d'avril, les dispositions spéciales pour les examens de 2020 ont été annoncées par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Seule l'épreuve orale de français en première résiste au coronavirus. Toutes les autres, que ce soit celle du bac ou du brevet, seront notées en contrôle continu. L'année scolaire se terminera le 4 juillet dans les collèges et les lycées. Candidats du bac et au brevet, voici ce qui vous attend. Les diplômes de fin d'année seront attribués sur la base du contrôle continu, a annoncé Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, ce vendredi 3 avril. La crise sanitaire aura donc eu raison des épreuves des bacs généraux, technologiques et professionnels ainsi que du brevet. Premièrement, donc à retenir, toutes les épreuves annulées sauf l'oral du bac français. Les incertitudes sont nombreuses, notamment la date de retour à la normale, introduit le ministre. C'est donc une décision préventive qui a été prise, l'important étant de garantir l'égalité sociale et un bon niveau scolaire général. Le ministère a donc décidé d'annuler les épreuves pour 2 raisons. Elles seront trop difficiles à organiser et les supprimer permet de maintenir les lycées ouverts et donc de permettre de travailler tout le mois de juin jusqu'au 4 juillet, date officielle de la fin d'année scolaire, pour tous les niveaux, du primaire, du collège et du lycée. Comment seront calculées vos notes?
Pour les élèves de 3e, de première et de terminale concernés par les examens de fin d'année, les notes seront calculées à partir de celles des 3 trimestres de l'année en cours, sauf celles obtenues en période de confinement. Les appréciations des bulletins seront aussi prises en compte par des jurys d'examen et d'harmonisation qui ajusteront les notes des candidats en fonction de leur année. Le calcul des notes sera pondéré par les coefficients habituels. Autre élément important, l'assiduité sera prise en compte et les mentions maintenues. Afin d'inciter les élèves à se mobiliser jusqu'à la fin de l'année, l'assiduité des candidats entre la date de retour en classe et la fin de l'année sera également prise en compte sous forme d'appréciation qui pourra influer positivement ou négativement sur la moyenne générale. En effet, sachez que les jurys d'harmonisation habituels siégeront dans les académies pour étudier chaque livret scolaire afin d'attribuer les mentions qui sont maintenues, a dit le ministre. Ces jurys se baseront notamment sur l'assiduité des élèves et leur engagement. Les oraux de français, eux, sont maintenus. Les élèves de première sont soumis à un peu plus de changements que les autres, puisque l'épreuve orale de français est maintenue, mais avec un nombre de textes inférieur à ce qui était prévu. La deuxième session 2-3C et les épreuves communes de contrôle continu est également supprimée, et les modalités de calcul varient d'une matière à l'autre. Comme d'habitude, les élèves de terminale ayant entre 8 et 10 de moyenne pourront passer les oraux de rattrapage. Nouveauté pour 2020, ceux ayant moins de 8 pourront demander à passer le bac à la session de remplacement de septembre. Leur demande sera examinée par un jury qui prendra sa décision en fonction de leur assiduité et de leur motivation. Enfin, à noter que les dates de résultats des examens pourraient être modifiées par la situation, mais le ministre assure qu'elles seront proches des années précédentes, autour du 5 juillet pour le bac et du 10 juillet pour le brevet et les épreuves anticipées. Et pour les autres élèves non concernés par les examens, des solutions de soutien scolaire seront mises en place pour aider un maximum de personnes à suivre les cours. Du soutien scolaire gratuit à distance sera proposé aux familles pendant les vacances de printemps. Les chefs d'établissement et professeurs principaux contacteront les parents des élèves concernés. Enfin, si les dates des vacances d'été ne sont pas modifiées, une semaine de rattrapage gratuite sera également mise en place fin août afin de favoriser la poursuite de l'enseignement dans le niveau supérieur. 6 semaines de confinement, on peut dire que nous n'avons jamais été habitués à pareille situation. Alors quel est l'impact du confinement des Français sur leur bien-être psychologique, les tensions conjugales et les relations intrafamiliales? Une enquête IFOP décrypte nos comportements pendant ce long confinement. En voici le compte-rendu. Comment les Français vivent-ils le confinement? C'est la question posée par une enquête IFOP qui révèle des chiffres pour le moins éloquents. Tout d'abord, 6% d'entre eux ont changé de résidence principale à cause des mesures de confinement et parmi ces derniers, seule la moitié a changé de résidence pour un logement situé dans une autre région. Une moyenne qui masque, nonobstant, de fortes différences en fonction de l'âge ou du lieu de résidence. Les plus nombreux à avoir quitté leur logement habituel étant les jeunes de moins de 25 ans, 30%, les franciliens, 12%, et les habitants des villes-centres, 9%, et des banlieues populaires, autour de 10%. Autre information révélée par l'enquête, 63% des Français sont confinés dans une maison individuelle et 60% bénéficient d'un jardin dans celle-ci. 36% des Français sont quant à eux confinés dans un appartement et 12% le sont dans un logement ne disposant ni de balcon, ni de terrasse ou de jardin privatif. Les Français ont ainsi privilégié les logements avec de plus grandes surfaces durant la période du confinement, mais également le regroupement d'individus au sein d'un même foyer. Plus de conflits et des conséquences sur le moral, c'est un constat à noter. À l'intérieur des foyers, toujours selon l'IFOP, le confinement entraînerait de lourdes conséquences sur le moral personnel des Français. 41% estiment vivre davantage de périodes de stress, d'anxiété ou de nervosité. Les tâches ménagères s'avèrent une source de conflits plus fréquente en milieu confiné qu'en temps normal. Près d'un Français confiné sur 2 rapportant des disputes conjugales à ce sujet, soit une proportion sensiblement plus forte que ce que l'IFOP avait pu mesurer l'an dernier à la même période de l'année. 44%. L'accompagnement scolaire des enfants et plus largement le travail du suivi et d'éducation des enfants apparaissent en tête des sources de tension au sein des couples. Plus d'un tiers des parents d'enfants en âge d'être scolarisés rapportent des disputes conjugales plus qu'à l'accoutumée au sujet de l'éducation des enfants, sachant que le point le plus conflictuel est le temps passé par leurs enfants face aux écrans, 34%. Enfin, les mesures de confinement ont également de lourdes conséquences sur le moral personnel des individus, si l'on juge par la proportion de Français affirmant vivre plus qu'auparavant des périodes intenses de stress, de nervosité ou d'anxiété, 41%, voire pour certains des épisodes de dépression ou des pensées suicidaires, 11%. Même coincé chez soi en période de confinement, il est recommandé et finalement pas si compliqué de pratiquer un peu d'activité physique. Voici quelques conseils pour faire du sport à domicile. Pratiquer un peu d'activité physique ne procure que des avantages. Ça occupe, ça permet de surveiller son poids, de garder la forme et le moral,
Et ça crée du lien, puisqu'on peut le faire en famille, à la maison, ou avec ses amis via Internet, en partageant ces séances sur les réseaux sociaux avec le hashtag confinement. Tour d'horizon des possibilités. Primo, des applications gratuites. Le ministère des Sports a conclu un partenariat avec les applications MyCoachActivity et Gouv.app qui proposent gratuitement des exercices choisis par des professionnels de l'activité physique, adaptés à tous, même aux plus sédentaires et aux personnes à risque. Pour les sportifs accomplis, de nombreuses applis de fitness sont gratuites, FizzUp, Adidas Training by Eurosthetic, 101 Fitness, Freeletics, leur atout des programmes complets et ciblés par objectif ou zone du corps avec des séances différentes chaque jour. Deuxio, un large choix sur YouTube, c'est l'option la plus flexible. On regarde la vidéo sur la télévision, la tablette, l'ordinateur, le smartphone. Les séances durent d'une dizaine de minutes à 1 heure selon le temps dont on dispose. Suivre le professeur qui donne les indications, cela motive et on trouve forcément son bonheur entre des cours d'entraînement fractionné de haute intensité, sans saut, des séances ne nécessitant aucun accessoire, des sessions pour les débutants où on peut tester de nouvelles activités, quelques chaînes à retenir, Gym Direct, Move Your Feet, avec des vidéos pour pratiquer avec les enfants, French and Fit, Yoga Coaching, la pause Pilates, ou encore sur Facebook RDV Sport Métropole Rouen-Normandie pour ses séances de Zumba. Tertio, suivre son prof préféré. Club et professeurs de sport se mobilisent pour proposer chaque jour des cours en direct sur leur compte Instagram ou leur page Facebook. C'est le cas de Swedish Fit France, des salles Fitness Park, Néonès ou CMG avec leurs cours habituels, abdos fessiers, les Mills, Body Combat, Body Balance et de très nombreux professeurs de yoga ou de pilates sur leur compte personnel. En inscrivant un horaire dans son agenda, on a l'impression d'aller à son cours de sport et on se sent moins seul grâce à la communauté qui réagit en direct. Il est possible de revoir le cours pendant 24 heures si on a raté le credo. Dans le reste de l'actualité, Israël se dote enfin d'un gouvernement d'urgence nationale. Pas de répit pour la violence en Afrique et au Moyen-Orient, sans oublier un regain de tension en Ukraine. Le point tout de suite sur l'actualité garantie sans Covid. En Israël, après près de 18 mois de vacances de l'exécutif et 3 élections législatives, le pays se dote en avril 2020 d'un gouvernement d'urgence nationale associant Benjamin Netanyahou et son challenger du centre droit Benny Gantz. Le second remplacera le premier au poste de Premier ministre. Cette forme nouvelle d'alternance cache un accord qui devrait permettre à Benjamin Netanyahou d'éviter les poursuites judiciaires. Dans le même temps, le nouvel exécutif envisage d'annexer une colonie de Cisjordanie et la vallée du Jourdain, au mépris du droit international et de la légitimité de l'autorité palestinienne sur ces territoires. En avril, le Mali est de nouveau le théâtre d'une attaque djihadiste qui a fait une vingtaine de victimes dans le poste militaire de Bamba. Le président tchadien mène après l'attaque djihadiste dans la région du lac Tchad une vaste offensive contre Boko Haram. Le Sahel, lui, ne connaît pas d'accalmie. À Homs, en Syrie, l'État islamique prouve qu'il n'a pas été éradiqué car il est responsable de la mort de personnes proches de Damas. Les combats continuent dans la partie occidentale de la Libye, un an après le début de l'offensive du général Haftar sur Tripoli. Le cessez-le-feu entre Haftar et le gouvernement d'union nationale de Sarge a été bien éphémère. Les hôpitaux sont devenus une cible en pleine épidémie du coronavirus. En Afghanistan, les pourparlers avec les talibans ont tourné court. Ces derniers multiplient les attaques, leur emprise s'accroît dans la partie septentrionale du pays. Ils ont privé la capitale d'électricité et donc de télécommunications. L'État islamique a revendiqué un attentat contre un temple sikh de Kaboul. La communauté internationale est tout entière focalisée sur la crise sanitaire du coronavirus. L'Afghanistan apparaît bien seul. Regain de tension en Ukraine où un important incendie s'est déclaré dans la région de Tchernobyl au début du mois. Il a ravagé à minima plusieurs centaines d'hectares de forêt. Certains, comme Greenpeace, évoquent plusieurs dizaines de milliers d'hectares dans la zone qui a été soumise en 1986 au pire accident nucléaire de l'histoire. Il pose la question de la libération dans l'atmosphère de particules radioactives et donc d'une contamination possible de nouveaux espaces ainsi que celle de la sûreté des restes de la centrale de Tchernobyl. Les dénégations des autorités ukrainiennes sont peu rassurantes car elles ont dans un premier temps essayé de cacher l'ampleur de cet incendie et de minimiser
leurs conséquences. Le Liban, lui, reste au bord de l'explosion sociale. Des émeutes se sont déroulées ce mois-ci à Tripoli, deuxième ville du pays, des jeunes affrontant les forces de l'ordre. Une vague de contestation populaire a secoué le pays à l'automne dernier, poussant le pouvoir à la démission. Le nouvel exécutif en place depuis le mois de décembre est fragile. Il est contesté en raison de l'inflation non maîtrisée, 55%. La valeur de la monnaie s'est effondrée. Le kilogramme de viande est passé de 18 à 32 000 livres libanaises. La crise du coronavirus ne fait qu'accélérer en 2020 les évolutions déjà entamées avant la crise sanitaire. Enfin, les tensions en mer de Chine méridionale s'aiguisent à l'ombre de la crise du Covid. Un bateau de pêche vietnamien a été coulé par un navire chinois ce mois d'avril car il se serait trop approché d'un gisement de pétrole. Pékin en profite pour accroître sa pression sur les archipels des Spratleys et des Paracels en y créant des divisions administratives relevant de son autorité au mépris du droit international et de la souveraineté des riverains comme le Vietnam. Les États-Unis sont un acteur maritime important dans cette région du monde. Et puis on a appris la disparition de l'écrivain chilien Luis Sepúlveda. Ce dernier, atteint du Covid-19, s'est éteint à l'âge de 91 ans. Détenu sous Pinochet puis exilé, l'auteur a gardé dans son œuvre l'empreinte indélébile de ses combats et de leurs inévitables désillusions. Ariane Singer. La soirée célébrant les 40 ans des éditions Métallier, le 21 octobre 2019, Luis Sepúlveda, l'auteur fétiche de la maison, avait été très chaleureusement applaudi. Un lien particulier unissait le romancier et cinéaste chilien, né le 4 octobre 1949 à Oval, au nord de Santiago, et la maison, fondée par Anne-Marie Métallier, laquelle, en publiant en 1992 son premier roman, Le vieux qui lisait des romans d'amour, jusque-là passé inaperçu en Espagne, a contribué à forger sa notoriété internationale. Traduite dans une 60aine de langues, cette histoire d'un homme veuf, grand connaisseur de la forêt amazonienne et de ses Indiens, se plongeant dans des romans pour échapper à la barbarie des hommes blancs, a conquis des millions de lecteurs dans le monde, charmés par le talent de conteur du romancier et la fausse candeur de son écriture. Mais loin d'être un peintre naïf, jouant habilement sur la corde des émotions, comme on a pu lui reprocher, Luis Sepúlveda, mort le 16 avril à Oviedo en Espagne à l'âge de 70 ans, était d'abord un militant de gauche à l'engagement chevillé au corps et à la plume. Raconter, c'est résister, se plaisait-il à dire, en reprenant la devise de l'écrivain brésilien João Guimarães Rosa. Selon la version qu'il donnait de sa vie, ce petit-fils d'un andalou anarchiste, contraint de fuir l'Espagne pour s'exiler en Équateur puis au Chili, et d'un chef indien Mapuche, du côté de sa mère, s'était engagé dès 12 ans auprès des jeunesses communistes. Par la suite, son appartenance à la garde rapprochée du président Salvador Allende lui avait valu, sous la dictature d'Augusto Pinochet, d'être condamné à 28 ans de prison pour trahison et conspiration. Libéré en 1977 après 2 ans et demi de détention grâce à Amnesty International, moyennant un exil de 8 ans en Suède, il avait choisi de se soustraire à sa peine en arpentant l'Amérique du Sud, une aventure des plus fécondes. Un séjour auprès des Indiens Shuars en 1978, destiné à étudier l'impact de la colonisation, lui avait ainsi donné la matière de son premier roman. Ces pérégrinations lui avaient également inspiré Le Neveu d'Amérique, 1996, sans doute l'un des plus beaux livres, récit d'un long voyage depuis l'Amérique jusqu'en Andalousie. En 1979, ayant mis le cap sur le Nicaragua, il s'était investi dans la lutte armée aux côtés des sandinistes dans la brigade Simón Bolívar. Il en était revenu déçu qu'une belle révolution ait fini en enfer à cause des infirmités de toujours, le dogmatisme, l'uniformisation et le manque de générosité créative, avait-il dit, avant de s'expatrier en Allemagne, à Hambourg, où il est devenu reporter et avait épousé une infirmière dont il a eu 3 enfants, avant de retrouver des années plus tard à Paris sa première femme, une ancienne militante de gauche comme lui. Son œuvre, qu'il avait choisi d'écrire du côté des perdants, a gardé l'empreinte indélébile de ses combats et de leurs inévitables désillusions. C'est d'abord par le biais du thriller qu'il en a rendu compte par un alter ego romanesque, Juan Belmonte, un ancien guerriero chilien des révolutions perdues de l'Amérique latine, dont il a fait le héros du livre Un nom de torero en 1994, puis plus récemment de La fin de l'histoire en 2017, où celui-ci, retiré des affaires, repart régler ses comptes avec un extorsionnaire de la junte chilienne. Critique des dictatures latino-américaines comme de la gauche, Luis Sepúlveda n'en avait pas moins gardé une profonde nostalgie des années passées à défendre ses idéaux, comme dans L'ombre de ce que nous avons été en 2009, où il imaginait les retrouvailles à Santiago de 3 anciens militants de retour d'exil, souhaitant mener une ultime action révolutionnaire. Pour Luis Sepúlveda, l'amnésie était la pire des lâchetés. On trouve cette injonction à ne pas oublier ni à pardonner dans La folie de Pinochet, publiée en 2003, compilation d'articles dans lesquels il fustigeait l'indulgence de ses compatriotes vis-à-vis de l'ancien dictateur.
Après avoir renoncé à retourner s'installer au Chili, mais toujours attentif à la situation sociale et politique du pays, Luis Sepúlveda avait fini par s'établir en 1996 à Gijón, ville des Asturies dans le nord de l'Espagne, dont il louait la tradition de lutte politique instaurée par les mineurs et la fraternité qui y règne, une ville à son image. Et pendant ces longues semaines de confinement, vous avez du temps pour visionner Netflix et pourquoi pas rester dans le contexte épidémique en vous plongeant dans l'univers de la série The Walking Dead, véritable phénomène outre-Atlantique depuis plusieurs années maintenant. Après une apocalypse ayant transformé la quasi-totalité de la population en zombie, un groupe d'hommes et de femmes mené par l'officier Rick Grimes tente de survivre. Ensemble, ils vont devoir tant bien que mal faire face à ce nouveau monde devenu méconnaissable à travers leur périple dans le sud profond des États-Unis. D'abord diffusé sur la chaîne MIC, Walking Dead est ensuite disponible sur la plateforme Netflix. Voici un des plus grands succès de tous les temps. Après qu'une apocalypse ait transformé la quasi-totalité de la population en zombies, un groupe d'hommes et de femmes tente de survivre tant bien que mal. Ensemble, ils vont devoir faire face à ce nouveau monde. Cette série, étendue sur 10 saisons pour l'instant, est large en rebondissement et nous tient en haleine du début à la fin. Dès les premières minutes, nous sommes plongés dans cet univers atypique mais très effrayant. Rick Grimes est le héros emblématique de la série, son personnage évolue au fil des épisodes et nous pouvons le voir et le définir comme un homme courageux et comme le chef du groupe. L'historique de cette série est lié à une épidémie de grippe qui est constatée sur la côte ouest des États-Unis. Le personnel médical remarque rapidement que la maladie est beaucoup plus dangereuse qu'une grippe normale, ce qui est confirmé par la progression rapide de l'infection et le décès constaté des personnes touchées. Malgré tout, les autorités ne préconisent aucune mesure sanitaire particulière et les médias relaient assez peu les informations sur les violences de certains infectés qui commencent à se manifester au sein des villes. Quand on parle de Walking Dead, nous pouvons souvent penser aux rôdeurs, lesquels pimentent chaque saison. Le magazine Variety est allé à la rencontre de Gregory Nicotero, maquilleur à l'origine des effets spéciaux de la série, afin d'en savoir un peu plus sur la création de ces rôdeurs. La façon de maquiller les acteurs diffère entre chaque saison pour les diversifier au fil du temps. Dans la saison 5 par exemple, les rôdeurs ont des visages légèrement plus décomposés, avec les os apparents et pas de nez. Les dents doivent être le plus visibles possible et une fois le masque posé sur l'acteur, les maquilleurs ajoutent du sang, du gel sur les cheveux pour les rendre gras ou encore des lentilles de contact. Enfin, pour les rôdeurs particuliers qui sont sans bras et sans jambes, ils sont tout simplement actionnés via un levier. Un vrai travail dans les coulisses et un tournage qui demande beaucoup de temps mais qui mène à un résultat excellent. Preuve en est avec la réussite de la série qui cartonne toujours autant en 2020, même si les audiences sont un peu en baisse depuis quelques saisons. Et pour notre photo de la semaine, un hommage au personnel soignant mobilisé partout en France avec un rituel mis en place depuis le début du confinement. Chaque soir à 20h, des applaudissements retentissent aux fenêtres et aux balcons pour remercier le corps médical. Comme chaque soir, depuis maintenant plus d'un mois, vous êtes nombreux à applaudir au balcon ou à la fenêtre de chez vous pour remercier les personnels soignants en première ligne face à l'épidémie de coronavirus. 20h pile, dans le quartier Saint-Maurice de Lille, des applaudissements, des cris. C'est désormais un rituel chaque soir pour remercier le personnel soignant dans le Nord, mais aussi à Mulhouse, ville particulièrement touchée par l'épidémie. Un mouvement de plus en plus suivi à Issy-les-Moulineaux, près de Paris. Les applaudissements sont plus forts chaque soir et à Nice, les voisins ajoutent le chant avec la Marseillaise. Les Français suivent ainsi l'exemple des Italiens et des Espagnols qui se retrouvent sur leur balcon et à leurs fenêtres le soir pour rendre hommage au personnel de santé. Ces trois pays sont les plus touchés par le coronavirus en Europe. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale. Merci de l'avoir suivi. On se quitte en musique. Dans cette période si difficile de questionnement et de solidarité, un collectif de 350 personnalités, artistes, sportifs, journalistes se sont mobilisés pour porter un titre inédit chanté à l'unisson et demain. Cette démarche au profit de la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France a pour but de collecter des fonds auprès de chacun d'entre nous afin de soutenir toutes ces personnes anonymes qui œuvrent chaque minute et sans relâche pour nous permettre d'espérer un autre demain. Bonne soirée, à bientôt. Il a fallu en arriver là pour nous rassembler, prendre
conscience de l'importance de l'humanité. Ce combat, c'est le monde entier qui doit le mener. Car y a pas de couleur, ni de religion pour être confiné. Il a fallu en arriver là pour les remercier. Ces héros du quotidien qui sont comptés, sacrifient leur vie au nom de notre santé. Ces mêmes qui criaient dans la rue, venez nous aider. Et demain, on fera quoi? On recommencera, l'homme est comme ça. Et demain, ce sera nous, les maîtres du jeu. Un point c'est tout. S'aimer encore, danser encore, sourire encore, s'embrasser plus fort, pleurer encore, souffrir encore, et tenir encore, et chanter plus fort. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Ça fait du bien. La 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 la, la 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 la. Il a fallu en arriver là pour qu'on se parle, qu'on recommence à s'amuser avec que dalle, pour qu'on s'appelle, qu'on se dise je t'aime, est-ce que t'as mal? Avec le temps, on retrouvera le temps et la morale. Et demain, on fera quoi? On recommencera, l'homme est comme ça. Mais demain, ce sera nous, les maîtres du jeu. Un point c'est tout. S'aimer encore, danser encore, sourire encore, s'embrasser plus fort, pleurer encore, souffrir encore, et tenir encore, et chanter plus fort. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Ça fait du bien. La 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 la, la 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 la. S'aimer encore, danser encore, sourire encore, s'embrasser plus fort, pleurer encore, souffrir encore, mais tenir encore et chanter plus fort. S'aimer encore.